a hacer una presentación más detenida, más especial esta tarde, que es un evento más formal. Esto es una charla. Lo que sí quería, en principio, agradecer. Nosotros habíamos intentado invitar al profesor Hartog hace un par de años. Yo me había comunicado y él aceptó inmediatamente, gustoso, venir a Rosario. Por problemas nuestros no lo pudimos concretar. De modo que estamos cumpliendo a medias, porque es una visita muy breve, un viejo deseo, y entonces agradecer a quienes son responsables de que eso se pueda hacer, que es el Centro Franco-Argentino, Guilón Bocará, Noelia Ramos, que favorecieron, digamos, la visita y que el doctorado de Historia pueda participar en la organización del evento. Para nosotros es verdaderamente muy importante. Y entonces agradecer eso, agradecer a Alejandro Moreira, que se presta para la traducción. Es muy importante que sea Alejandro porque es historiador, es colega nuestro, es conocido, pero además conoce la obra de François Hartog, entonces era muy importante que él lo hiciera, y la verdad que también aceptó inmediatamente con mucho gusto. También, bueno, a la facultad, que resolvió muy rápidamente el tema del lugar, porque la facultad está cerrada, como ustedes saben, y la universidad también, entonces hubo que a último momento cambiar las cosas, y por eso la reunión de esta tarde es en la Alianza, no en sede de gobierno como se había propuesto. Así que bueno, tuvieron que colaborar muchos para que esto se pueda concretar, y Pablo Silvestri favorecer la filmación, que también la estaba prevista de otro modo. O sea que gracias por eso. Y gracias a François Hartog entonces por haber aceptado la invitación de venir a Rosario y participar de este encuentro. ¿Por qué para nosotros era importante? Y esto es lo que quería comunicar a todos y comunicarle a François, porque era importante que él viniera. En el marco de nuestro doctorado, tal como nosotros lo pensamos, hay un seminario que es Problemas de la Historiografía Contemporánea. Y nos parece central ese seminario, porque es el que permite, en principio, enmarcar los estudios individuales, particulares, de caso, en un marco de problemas más amplios. Y sin duda, François Hartog es uno de los que más ha contribuido a renovar estos problemas tradicionales de la historia de la historiografía, particularmente la cuestión del tiempo. Todos nosotros sabemos que el tiempo es un problema, que desde Fernand Braudel se ha formulado como un problema insistentemente y se ha resuelto de modos en general demasiado simples, de modos más bien destinados a armar cronologías bastante tradicionales. Tenemos un problema con el tiempo, digamos. Y François Hartog ha formulado parte de este problema a partir de esta categoría de regímenes de historicidad que ha tenido tanto impacto en la historiografía. Y a mí me parece que esa categoría, por una parte, abre una agenda de problemas para los que nos dedicamos a historia de la historiografía. Esto es pensar esos regímenes de historicidad. Cuáles son los regímenes de historicidad propios de cada época, de cada sociedad, y las variaciones que se producen en ese sentido. También ha permitido diagnosticar el régimen de historicidad propio de nuestra época, que es esto que se ha denominado presentismo, y a partir de ese diagnóstico de esta época particularmente presentista, ha permitido pensar cuál es el rol de la historia y cuál es el rol del historiador. Yo repasaba, digamos, los artículos, sobre todo de François Hartog, están en todas las bibliografías y programas de historia de la historiografía y de teoría de la historiografía en Argentina, pero en América Latina. Y en el mundo entero desde ya. Y quiero decir, por otra parte, que me regaló este libro que acaba de ser publicado en México, La Nación, la Religión, el Porvenir, que solo se lo muestro porque no se lo voy a prestar. Solo quiero mostrarles que yo lo tengo y que ustedes no. Bueno, entonces, decía, la
los textos han sido recorridos y están en la bibliografía, y en muchos de ellos se plantea precisamente la cuestión de el historiador en una época presentista. Entonces quiero decir, además de una agenda de problemas, abre una serie de preguntas. Una de las preguntas que se plantean ahí, les voy a dejar planteada 2 o 3 preguntas para empezar. Una de las preguntas que se plantean así es, bueno, ok, ¿cuál es el papel, el rol del historiador en una época presentista? Sabemos que ya no es el de la época de Renan, ya no es el de la época de Fustel de Coulanges, al que le dedicó un libro particular, pero entonces, ¿cuál es? Porque de algún modo nos seguimos remitiendo a esa generación. Tampoco probablemente sea el de la época de Marc Bloch. El tipo de compromiso de historiador que imaginaba Marc Bloch probablemente no sea el que corresponde a nuestro presente. No es la época presentista la de Marc Bloch, es nuestra época, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas. Otra de las cuestiones que abre para la reflexión tiene que ver con el tema de este taller específicamente, que es la cuestión del patrimonio y nación. Y ahí la pregunta central es: ¿qué vale la pena ser recordado? ¿Debemos recordar absolutamente todo? ¿Todo debe ser conservado? ¿Cuál es el temor a que algo se escurra, se pierda de ese pasado? Esa preocupación obsesiva por el recuerdo, que resuelve de algún modo el problema de la dificultad de pensar el futuro, huyendo hacia el pasado como un paraíso perdido, es un tema central de la historiografía, pero es un tema central de la política y de la ciudadanía política. Por eso me parece a mí que los problemas que plantea François Hartog son problemas historiográficos, pero son problemas de cualquier hombre que quiera asumir un compromiso cívico. Y la otra cuestión tiene que ver específicamente con la política, una tercera pregunta, que sería: ¿cuáles serían las consecuencias políticas de esta era presentista? ¿Tenemos que preocuparnos por el futuro? Porque el futuro parece difícil ser imaginado, pero el futuro viene, digamos. Entonces, ¿corresponde una preocupación en esta época presentista respecto de el futuro político, por lo menos, de Occidente en los próximos años? Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi pour ces quelques questions qui, en gros, pourraient nous retenir toute la journée. Muchas gracias por esta presentación y muchas gracias por la pregunta que en general podrían tenernos aquí todo el día. Et je voudrais simplement dire que, en effet, aujourd'hui, il a été possible d'organiser cette rencontre à Rosario. Il y a plus 2 ans, quand on aviez évoqué cette possibilité, ça n'avait pas pu se faire. Donc j'en suis très content. Él dice que, bueno, que hace un par de años había habido una invitación y que en esa ocasión no pudo realizarse, por lo tanto él está muy contento de estar hoy acá con nosotros. Et je voudrais rappeler que je suis venu une fois à Rosario. Quiero recordar que yo he venido acá una vez a Rosario. Il y a 20 ou 25 ans. Hace 20 o 25 años. Et c'était avec Eduardo Urcade. Y fue en esa ocasión con Eduardo Urcade. Que j'avais connu à Paris, je crois, quand il avait passé un certain temps à l'école des hautes études, quand il préparait sa thèse. Que yo había conocido en París, cuando él ha pasado cierto tiempo en la Escuela de Altos Estudios preparando su tesis en París. Et il était venu, à ce moment-là, il avait suivi le séminaire que je donnais. Y en ese caso, él había seguido el seminario que yo daba en Francia. Parce qu'il s'intéressait beaucoup à Chateaubriand. Y él se interesó mucho en Chateaubriand. Et Chateaubriand est pour moi un personnage important à bien des titres, mais en particulier dans mes réflexions sur le rapport au temps. Y Chateaubriand es para mí un personaje importantísimo por muchas razones, pero particularmente para pensar el problema del régimen de historicidad, el problema del tiempo. Et
je souhaitais rappeler ce moment avec Eduardo à Rosario, Quisiera recordar entonces ese momento con Eduardo en Rosario, d'autant plus que je viens d'apprendre que mon voisin, Eduardo, Alexandro, était un élève, enfin avait suivi, il avait eu Eduardo comme professeur. ¿sí? Y quería recordarlo en la medida en que yo les contaba cuando veníamos para acá que nosotros habíamos sido alumnos de Eduardo muchos años atrás ya. Voilà. Alors, j'en viens maintenant aux quelques questions que vous avez soulevées, auxquelles je ne vais pas répondre de manière systématique. No responderé entonces a las preguntas de Alejandro de una manera sistemática, Puisque je pense que elles vont en fait revenir dans les questions peut-être que les uns et les autres voudraient soulever. Donc je ne vais pas faire 3 ou 4 exposés pour répondre à chacune des questions que vous avez soulevées, qui définissent au fond le champ d'interrogation pour notre conversation de ce matin. porque seguramente habrá otras preguntas que retomen los temas de Alejandro y por lo tanto voy a responder de una manera general a estas preguntas. Et d'autant moins que cet après-midi, dans la conférence dans la conférence de l'après-midi de cette fin de journée, Tanto más cuanto que esta tarde, en la conferencia que habrá esta tarde en la Alianza Francesa, ces questions ressurgiront. seguramente todas estas cuestiones volverán a surgir. Alors peut-être on peut entrer dans la problématique à travers l'interrogation sur l'historien dans un moment présentiste, le rôle de l'historien. Podemos entonces comenzar con el papel del historiador en un momento, en una edad presentista. Et vous évoquiez la différence entre la situation de Renan à la fin du XIXe siècle ou celle de Marc Bloch dans la première partie du XXe siècle. Y vos evocabas la situación de Renan al fin del siglo XIX y la situación de Marc Bloch a mediados del siglo XX. Et ce qui a changé fondamentalement entre Renan, Marc Bloch, Fustel de Coulanges aussi que vous évoquiez, c'est justement le temps, le rapport au temps, l'expérience du temps. Y lo que ha cambiado en todos estos autores es justamente la relación con el tiempo. Pour ces historiens du XIXe et du début du XXe siècle, il n'était pas douteux que le temps était porté vers le futur. Para esos historiadores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX no había ninguna duda que ese tiempo estaba inclinado, llevado hacia el futuro. Il faudrait néanmoins introduire une distinction entre la position de Renan dans les années 1880 et celle de Marc Bloch dans les années 1930. Habría de todos modos que hacer una diferencia entre la posición de Renan en 1880 y la de Marc Bloch en 1930. Mais ce n'est pas le point sur lequel je voudrais insister maintenant. Pero no es sobre lo que quisiera insistir ahora. Le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que c'est justement ce rapport au temps d'un temps porté par le futur, porté par le progrès, qui s'est trouvé profondément remis en question autour des années 1960-1970. Lo que quisiera insistir es que esa perspectiva del tiempo inclinado, llevado hacia el futuro, fue completamente puesto en cuestión hacia los años 1970. Quand on était dans ce que j'appelle le régime moderne d'historicité, c'est-à-dire dans ce rapport au temps, cette expérience du temps, dans laquelle le futur était la catégorie principale, la catégorie dominante. En ese régimen moderno de historicidad que llega hasta los años 70, la categoría fundamental en ese caso es el futuro. Et
si on représente les choses de manière schématique, le futur était la lumière qui éclairait le présent et le passé. Y si vemos las cosas de una manera esquemática, el futuro es aquello que esclarece tanto el presente como el pasado. Et ce régime, ce que j'appelle le régime moderne d'historicité, avait supplanté ce que j'appelle l'ancien régime d'historicité, Ese régimen moderno de historicidad había en su momento suplantado lo que él llama el régimen antiguo de historicidad, dans lequel c'était la catégorie du passé qui était la catégorie dominante, et c'était le passé qui éclairait le présent et le futur. y en ese caso, en ese régimen antiguo, era la categoría del pasado, aquella que esclarecía en ese momento tanto el futuro como el presente. Et dans cet ancien régime d'historicité, qui correspond à ce qu'on a appelé pendant des siècles l'historia magistra vitae, l'histoire maîtresse de vie, Ese régimen antiguo de historicidad que durante muchos siglos se correspondió con eso que entendemos como la historia magistra vitae, la historia maestra de vida. pour savoir quoi faire dans son présent, Entonces, sí. on commençait par regarder vers le passé. Para saber qué ocurría en el presente, sí, comenzaba por ver qué ocurrió en el pasado. Et c'est toute la grande thématique qui se met en place dans l'Antiquité, vers le 5e siècle avant notre ère, et qui peut durer en gros jusqu'au XVIIIe siècle, non pas de manière continue, mais cette grande forme-là reste présente. Y esa forma puede remontarse a 500, digamos, al siglo V antes de Cristo y durar ese antiguo régimen hasta el siglo XVIII. On regardait vers le passé pour en tirer des leçons. C'est toute la thématique des leçons de l'histoire. Et on mettait en œuvre l'imitation. Digamos, se iba a hacer historia para sacar ejemplos, para tomar ejemplos, y se ponía en primer plano la imitación. Voilà. Or, ce rapport au passé et cet usage du passé pour le présent, puisqu'on sait toujours le passé, on le regarde pour en faire usage dans le présent, cet usage du passé, ce rapport au passé, perd de sa force de conviction à la fin du XVIIIe siècle. Ese uso del pasado pierde su fuerza al final del siglo XVIII. Et une date symbolique qu'on peut retenir, c'est la Révolution française. Y una fecha simbólica que podemos retener es la Revolución Francesa, qui justement veut se débarrasser de l'ancien régime pour aller vers, à travers la Révolution, un régime moderne. que justamente quería desembarazarse del antiguo régimen para ir con la revolución hacia un régimen moderno. Et on peut dire que ce régime moderne, si je suis toujours très schématique, ce régime moderne, il va être dominant, il va être la croyance dominante en Europe et dans la plus grande partie du monde, par suite aussi de la colonisation et avant des missionnaires, enfin, tout ce qui a été l'expansion européenne. Y ese régimen moderno va a ser el régimen dominante y con Europa en todo el mundo por la colonización, los misioneros, etcétera, etcétera, se expandirá. Donc ce régime va s'imposer, pas partout, pas avec la même puissance, pas dans tous les milieux de la société, mais grossièrement parlant, il va s'imposer justement dans les années 1960. Y se impondrá ciertamente con distintos grados, no en todas partes por igual, pero de todos modos se impondrá como un régimen dominante hasta los años 60. Ce régime moderne, il a traversé des crises, bien sûr. Et parmi ces crises, il y a eu la Première Guerre mondiale.
Ese régimen ha atravesado crisis, entre ellas la Primera Guerra Mundial, qui a profondément ébranlé la croyance dans le progrès, que, digamos, golpeó fuertemente la creencia en el progreso. il a été ébranlé, mais aussi renforcé par la révolution russe. Ha sido también, digamos, golpeado, pero también reforzado por la Revolución Rusa. Il a été fortement ébranlé par la Deuxième Guerre mondiale Y ha sido también golpeado fuertemente por la Segunda Guerra Mundial et par ce qui a été l'élément le plus dramatique et le plus problématique de cette Deuxième Guerre mondiale, à savoir l'extermination des Juifs. y por el episodio que ha sido el más dramático de esta Segunda Guerra Mundial, que fue el exterminio de los judíos. Ce qui veut dire que justement, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, il devenait compliqué de tenir un discours sur le progrès. Es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, se hizo cada vez más difícil sostener un discurso sobre el progreso. Ou en tout cas, on était obligé d'introduire une distinction forte entre progrès de la science, progrès de la technique et progrès de l'humanité. Y en todo caso, hubo que establecer una distinción clara entre el progreso de la técnica, progreso de la ciencia y progreso de la humanidad. Alors que pour Renan, que vous évoquiez, la science, les progrès de la science et les progrès de l'humanité marchaient du même pas. En tanto que para Renan, fin del siglo XIX, el progreso de la ciencia y el progreso de la humanidad iban a la par, sin ningún problema. Au point qu'il considérait, comme beaucoup d'intellectuels de son époque, que les choses iraient bien si les savants étaient au pouvoir. Al punto tal que, como tanta gente de su época, estaba convencido que las cosas irían bien si los sabios tuvieran el poder. Voilà rapidement comme ça, le fond du tableau, si on veut. Y esto, si ustedes quieren, es el fondo del cuadro. À partir des années donc 60, 70 en Europe, la perception est que le futur se ferme. A partir de los años 60 y 70, la percepción en Europa es que el futuro se cierra. Et que donc cette idée d'une marche indéfinie en avant et vers des progrès perd de son évidence, perd de sa force d'entraînement. Y esa idea, esa evidencia que llevaba hacia el futuro pierde su fuerza, pierde su fuerza como evidencia. Et c'est le moment où le présent va, d'une certaine manière, prendre la place. Y es en ese momento donde el presente va, de algún modo, tomar el lugar, ocupar el lugar. Comme si le temps avait horreur du vide et que, à partir du moment où le futur perd de sa force, eh bien, il faut mettre quelque chose à la place. Et comme ça ne peut pas être le passé, ça ne peut plus être le passé, on a à sa disposition pour finir que le présent. Es decir, que cuando el futuro pierde ese poder, no podemos ya volvernos hacia el pasado y entonces el presente ocupa ese lugar. Et on entre dans ces décennies où le présent devient à la mode. El presente en esa década se vuelve moda. Où c'est pas seulement, il ne faut pas seulement être de son temps, vivre avec son temps, mais il faut être au présent, vivre au présent. Et on voit
cette montée du présent dans l'espace public. Y entonces no solamente hay que vivir en el digamos, no hay que estar en el presente, sino que vivir hay que vivir en el presente mismo. Si, Y eso ocupa todo el espacio público. si. Et vous pensez à la publicité, Pensamos en la publicidad, où on a vu ces slogans le futur c'est demain, vemos ese eslogan de la publicidad, el futuro es mañana, ou même le futur c'est maintenant. o incluso el futuro es ahora. Hein, ce type de raccourci comme ça qui montre que c'est le présent qui compte. Y todo eso muestra que es el presente el que cuenta. Bien évidemment, cette transformation du rapport au temps, il faudrait introduire beaucoup de nuances, puisque ça n'est pas partout, ça n'est pas chez tout le monde au même moment, etc. Mais la tendance générale, je crois, est bien celle-là. Bueno, esas transformaciones generales seguramente habrá que encontrar siempre distinciones, siempre situaciones más o menos claras, pero en general la tendencia es esa. Et cette valorisation du présent a été accrue, renforcée, décuplée par la révolution de l'information. Y esta relación con el presente se ha acrecentado, se ha reforzado con todo lo que tiene que ver con la revolución de la información. Avec les ordinateurs, avec le web, avec Internet. Computadoras, web, Internet. Puisque là, ce qui est privilégié, enfin, le seul temps, c'est le présent, et c'est l'instantanéité et l'immédiateté. Porque lo que importa ahí es la inmediatez, la espontaneidad, el tiempo presente en todas esas instancias. Et à la limite, dans le web, dans le réseau, il n'y a que du présent. Y en el límite, en la red, no hay otra cosa que presente. Puisque tout est présent sur le réseau. Porque todo está presente en la red. Et vous savez qu'en principe, on ne peut pas mourir. Ustedes saben que en principio no se puede morir en la red. Ou plutôt, quand vous êtes mort, vous êtes toujours là. O incluso cuando ustedes mueren siguen estando ahí. Donc, et autre élément de renforcement de cette puissance du présent, la transformation du capitalisme. Y otro elemento de reforzamiento de esa transformación es el desarrollo del capitalismo, Qui aussi, dans les années 1970, passe d'un capitalisme, disons, plutôt de type industriel à un capitalisme de type financier. que el capitalismo hacia los años 70 pasa de un capitalismo de tipo industrial a un capitalismo financiero, Où ce qui compte, ce sont les profits immédiats, le retour sur investissement immédiat. Lo que cuenta son las ganancias inmediatas, el retorno inmediato. Donc le capitalisme qui a comme définition le profit, Por lo tanto, el capitalismo que tiene por definición la ganancia, el beneficio, veut le profit tout de suite. quiere el beneficio, la ganancia de manera inmediata. Donc ce sont autant d'éléments qui font que le présentisme, à mon avis, s'est répandu dans le monde et que il organise, il structure ce qu'on a appelé la globalisation. Son estos fenómenos lo que hacen que el presentismo se haya desplegado a escala mundial y son los que organizan esto que llamamos la globalización. El presentismo organiza la globalización. Alors maintenant, j'arrête ce tableau un peu à la fois général et schématique, mais qui, encore une fois, j'espère, donne un cadre. Simplemente cierro ahora este cuadro esquemático. L'historien au milieu de tout ça. ¿Qué hace el historiador en el medio de todo esto? Quand on était dans le régime moderne d'historicité,
fond, faire de l'histoire, écrire l'histoire, était assez clair. En el régimen moderno de historicidad, escribir historia, hacer historia era bastante claro. Si le futur est la lumière, ça veut dire que l'histoire qu'on écrit, l'histoire qu'on fait, est une histoire téléologique. Si el futuro es la luz, es decir, que esto quiere decir que la historia que estamos escribiendo es necesariamente una historia teleológica. Et le grand modèle, évidemment, enfin les grands exemples de cela, ce sont toutes les histoires nationales écrites au XIXe et au XXe siècle. Y el ejemplo más acabado de todo esto son todas las grandes historias nacionales que se escribieron entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Puisque la nation, elle est le but, bon, et elle est la lumière qui éclaire le passé, et donc à partir de ce but, on sait quand commence la nation, et on sait quelles sont les étapes suivies par la construction de la nation, et on sait où on en est dans la construction de la nation. Puesto que la nación es el objetivo, la nación es el fin, desde la nación podemos retrospectivamente ver justamente la historia de esa nación, cuáles han sido sus etapas, etcétera, etcétera. Alors vous pouvez, bon, je pense à la nation parce que c'est au fond le genre qui a été le plus représenté en histoire un peu partout dans le monde, et en particulier en Amérique du Sud. Pienso en la nación porque es el género que ha estado más expandido a nivel mundial y particularmente en América del Sur. Mais vous pouvez mettre comme objet le peuple, le prolétariat, mais le schéma est le même. Y ustedes pueden poner como objetivo el pueblo, el proletariado y el esquema, el camino será el mismo. Où vous pouvez avoir des histoires qui refusent justement ce schéma progressiste et qui sont réactionnaires. Ustedes pueden también tener historias que reaccionan contra ese esquema, ese camino progresista y son por definición reaccionarias. Et donc qui voient cette avancée de la nation comme une catastrophe. Entonces que ven ese avance de la nación como una catástrofe. Mais au fond, c'est la même logique, inversée. Pero es en el fondo la misma lógica invertida. Ce type d'histoire en régime présentiste n'est plus possible. Ese tipo de historia en un régimen presentista ya no es más posible. Puisque si le présent est la seule lumière, si je reprends mon image, si le présent est la seule lumière, Porque si el presente es la única luz, il n'éclaire ni le passé ni le futur. no esclarece ni el pasado ni el futuro. Et donc vous ne savez plus, au fond, quand vous regardez le passé, vous ne savez plus ce qu'il convient de retenir dans le passé. Entonces cuando miramos hacia el pasado ya no sabemos más qué es lo que conviene retener de ese pasado. Et du coup, ou bien vous dites l'histoire c'est fini, O bien decimos que la historia está terminada, ou bien vous dites c'est la mémoire qui va jouer le rôle. o bien decimos que es la memoria la que va a jugar ese rol. Puisque, au fond, tout événement, toute occurrence enfin, du passé peut être mise en avant par un groupe, par une minorité, par une association, et donc vous avez une espèce, certes, de démocratisation, si on veut, du rapport au passé, mais aussi une espèce de fragmentation, pas une espèce, une fragmentation du rapport au passé. Porque con la memoria cada colectivo, cada minoría puede colocar en primer plano cualquier acontecimiento del pasado y eso produce, por un lado, una especie de democratización del pasado y por otro lado también produce una especie de fragmentación del pasado. Et donc on comprend que ces décennies soient aussi celles qui aient vu la mémoire prendre une place de plus en plus grande dans l'espace public, dans les discours publics, dans les discours politiques. Y
vemos entonces que estas décadas fueron justamente las décadas de la expansión de la memoria en todos los niveles, en el discurso académico, en el discurso público, etcétera, etcétera. Alors l'historien, il a pu, enfin certains l'ont fait, même un nombre important d'historiens l'ont fait, vont se mettre au service de la mémoire. Bueno, una posibilidad, y muchos historiadores lo han hecho, es colocarse al servicio de la memoria. En disant, mais la mémoire elle-même, elle a une histoire. Diciendo que en última instancia la memoria misma posee también una historia. Et donc, nous allons faire des histoires de la mémoire. Y por lo tanto haremos historias de la memoria. Alors, je crois que je vais m'arrêter là pour cette première question, Voy a detenerme aquí para esta primera pregunta, pour ne laisser la place à d'autres questions. y dejo lugar entonces para otras preguntas que ustedes quieran hacer, Puisque le but n'est pas que je parle tout le temps. porque es el comienzo y no se trata de que yo hable todo el tiempo. Dale. Bueno, algo muy cortito. ¿Por qué la historia busca la memoria? No me quedó claro eso. Desde el presente. ¿Por qué hay un vuelco hacia la memoria? Oui. D'accord. Mais pourquoi? Parce que les historiens vivent de l'ère du temps. Alors vous avez ceux qui prétendent se renfermer dans l'érudition. Porque los historiadores viven su propia época. Et certains prétendent se renfermer dans l'érudition. Algunos pretenden encerrarse en su propia erudición. Mais même ceux qui prétendent cela sont en fait des historiens qui répondent à leur façon à l'ère du temps. Pero incluso aquellos que se encierran en la erudición son historiadores que a su manera responden a preguntas de su propia época, al espíritu del tiempo, de la época. Et on peut, là encore, pour être très 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 schématique, on constate, si vous regardez les choses dans une longue durée, que le choix de l'érudition ou la mise en avant de l'érudition correspond à des périodes de crise. Y si ustedes ven las cosas de una manera esquemática, ustedes van a ver que los momentos en donde aparece la erudición son en general momentos de crisis. Donc c'est une façon indirecte de répondre à une situation du présent, de l'heure présent. Es decir, que la erudición también es una manera de responder a ciertas situaciones del orden presente. Bon, ça c'est une parenthèse. Eso es un paréntesis. Donc l'ère du temps, c'est la mémoire, et les historiens sont évidemment intéressés, interpellés, contestés. El aire de la época es la memoria y los historiadores se encuentran entonces interpelados por esta situación. Puisqu'on leur dit, mais vous ne vous êtes jamais occupé de ce phénomène, vous ne vous êtes jamais occupé de ces événements, vous êtes ceux qui écrivez une histoire officielle. Porque, ¿qué se les dice a historiadores? Ustedes nunca se ocupan de eso, etcétera, etcétera. Ustedes son aquellos que solamente escriben una historia oficial, entre comillas. Donc, il faut répondre. Entonces es necesario responder. Et alors, la réponse, enfin une des réponses ou une des façons de répondre, c'est de dire justement, la mémoire, nous en avons été déjà dans notre périmètre. Entonces, una manera de contestar es decir, en definitiva, la memoria ya estaba dentro de nuestro perímetro. À travers ce qui s'est développé dans les années 60, l'histoire orale. A través de aquello que se desarrolló en los años 60, que fue la historia oral. Les enquêtes d'histoire orale. Bon, Las donc investigaciones de historia oral. Et puis, avec cette montée de la mémoire
autour des années 1970 et suivantes. Alors, en Europe, c'est bien, et en France en particulier, et en Allemagne aussi, c'est lié à la question de la Seconde Guerre mondiale et encore une fois de ce qu'on a appelé la Shoah a partir du film de Lanzmann. Y todo esto se desarrolló en Europa y particularmente en Alemania después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, de eso que llamamos la Shoah y particularmente de un film de un director que se llama Claude Lanzmann. Et or, cette mémoire que l'on cherchait était une mémoire que l'on n'avait pas, pour la plupart, puisque dans le cas de l'extermination, mais ça vaut pour les disparus, je dirais ici, aucune transmission n'avait pu se faire. Y era una memoria que no existía. Es el mismo caso que los desaparecidos en nuestro caso. Aucune transmission n'avait pu se faire. Claro, no había habido ninguna transmisión, no se había podido producir ninguna transmisión de esa memoria de la Segunda Guerra Mundial. Donc c'était une mémoire en un sens nouveau. C'était une nouvelle mémoire. Era una memoria en un nuevo sentido, era una memoria nueva. Puisque, encore une fois, c'était pas une mémoire qui avait pu être transmise. No era una memoria que había podido ser transmitida. Donc c'était une mémoire à construire. Una memoria a construir. Et ce sont justement les descendants de la deuxième ou même après troisième génération qui ont voulu savoir ce qui s'était passé. Y son los descendientes de la segunda o tercera generación los que quisieron saber qué había pasado. Et dès lors, c'est une enquête. Y de ese momento fue una investigación. Oui. Une enquête à la fois presque policière et historienne. C'est-à-dire qu'il faut trouver des témoignages, il faut trouver des traces, Donc c'est entre l'enquête de l'historien et cette mémoire qu'il faut construire, il y a une grande proximité. Entonces fue como una investigación policial e historiadora, huellas, testimonios, y en última instancia había una proximidad cierta entre ese desenvolvimiento de la historia y la necesidad de forjar una memoria. Et dans ce mouvement de mémoire, il y a surgi de la même manière, enfin au même moment, mais sous une autre forme, le patrimoine. Y en ese momento, junto con la memoria, surgió, pero bajo otra forma, el problema del patrimonio. Puisqu'au fond, la mémoire, c'est une affaire privée, personnelle. C'est la mémoire d'individus qui voudraient savoir ce qui est arrivé à leur père, grand-père, leur famille, etc. La memoria es algo individual en principio, es el individuo que quiere saber qué fue lo que le ocurrió a su padre, a su abuelo. Le patrimoine, c'est la traduction, la reprise dans l'espace public et sur le mode justement collectif ou national de la question de la mémoire. Y el patrimonio es retomar estos temas en un espacio público, un espacio colectivo, nacional. Et donc, vous avez comme élément, comme thème, comme notion qui structure le présentisme, la mémoire, le patrimoine, avec le patrimoine, la commémoration, et enfin, l'identité. Y ustedes saben que los temas que estructuran el presentismo son justamente la memoria, el patrimonio, la conmemoración y finalmente la identidad. Et l'identité devenant le point commun de tous ces concepts. Y la identidad es el punto común de todos estos conceptos. Le patrimoine, c'est notre identité nationale.
ou notre identité régionale. El patrimonio es nuestra identidad nacional o nuestra identidad regional. La mémoire devient notre identité. La memoria se vuelve nuestra identidad. Je dois, mon identité, ce qui définit mon identité, c'est cette mémoire justement que je n'avais pas et que je considère pour telle ou telle raison impératif d'avoir. Eso que define mi identidad es esa memoria que yo no tenía y que yo considero ahora imperativo tener para definir mi propia identidad. Et qui du même coup me définit. Y que de esa manera me define. Voilà. Eso es. Marcela. Sí, profesor, marcaba la periodización, ¿no?, sobre esa clausura del futuro y el presentismo entre los años 60 y 70. Mi pregunta es si podría expandirse un poco más en una periodización aún más fina. Quiero decir, perdón el lapsus, 1989, digo, marca el bicentenario de la Revolución Francesa junto con la caída del muro. En ese momento, ¿se entiende? ¿Lo repito? Los conocidos y cercanos a Ruggiero Romano dicen que ese día que cayó el muro, dijo, bueno, ahora puedo colgar en mi oficina el retrato de Karl Marx. Ruggiero Romano disait au moment de la chute du mur de Berlin, maintenant je peux mettre à mon bureau la photo de Karl Marx. Bueno, la pregunta es muy obvia, es decir, ¿cuál es el impacto en la historiografía de esta idea que Enzo Traverso llamó la melancolía de la izquierda, de la clausura, ¿no?, de un bicentenario que venía finalmente a patrimonializar la revolución, a sustraerle la utopía de futuro? Y en esa periodización más fina, y el 2001, ¿no?, es la no me sale, la no occidentalización de este paradigma, es decir, la caída de las Torres Gemelas redescubre un mundo que en todo caso tiene un régimen de historicidad completamente distinto al nuestro y del cual se toma una advertencia diferente. Digo, bueno, ¿cómo estos mojones 1989, 2001 y si se quiere 2011 con la primavera árabe también? Digo, ¿cómo esta Global History nos está mostrando un mundo donde la pregunta es si podemos hablar de un régimen de historicidad o de una multiplicidad de regímenes de historicidad? Parce que comme je l'ai dit en commençant, je pense qu'il y a des éléments forts pour un présentisme global. Yo creo que hay, como lo decía en un principio, elementos fuertes para pensar un presentismo global. C'est-à-dire ces éléments à la fois technologiques et de transformation du capitalisme. Que es el que tiene que ver con la tecnología y con la transformación del capitalismo. Après, il est évident que les manières de négocier ce présentisme ou cette force présentiste suivant les pays, suivant les traditions, suivant les milieux. Está claro que la manera de negociar ese presentismo siguiendo tradiciones, países, costumbres varie. Va a variar. Bon. Et que on peut dire peut-être, et on m'en avait fait le reproche, que le présentisme c'est une affaire européocentriste. Y se ha dicho, se me ha reprochado que en última instancia el presentismo era algo exclusivamente eurocéntrico.
pour les raisons que je viens de dire, je ne crois pas. Por las razones que yo vengo de decir, la extensión, la globalización, yo no creo eso. Mais ce que je crois, en revanche, c'est qu'il y a plusieurs sortes de présentisme. Yo creo, por el contrario, que hay diferentes maneras de presentismo, diferentes tipos de presentismo. Et qu'en Europe, et aussi aux États-Unis, mais encore sur un mode différent, il y a eu un présentisme lié à ce que j'ai rappelé très brièvement, à savoir les guerres, et en particulier la Seconde Guerre mondiale. Y creo que tanto en Estados Unidos como en Europa, este presentismo se ligaba, como lo he señalado antes, con la Segunda Guerra Mundial. Et que, alors ça ne s'est pas fait tout de suite, mais qu'après presque 25 ans, justement, voilà, dans les années fin des années 60, par là, ce passé qu'on croyait passé ne l'était pas. Y eso no se hizo rápidamente, sino en el curso de 25 años, y a fin de los años 60 se descubría que ese pasado, que se suponía pasado, no había pasado. Et il ne faut pas oublier que ce que nous avons vécu entre la fin de la guerre, 1946-1947, et puis 1989, justement, ça a été la guerre froide. Y no hay que olvidar que lo que vivimos entre el fin de la guerra, 1947, y 1989, fue la Guerra Fría. Et que la guerre froide, c'est une compétition entre l'Est et l'Ouest pour le progrès. Y esa guerra era una competición entre el oeste y el este hacia el progreso. À travers la course aux armements. A través de la carrera armamentista. Donc, il y a eu la guerre froide, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, a eu comme ça une espèce d'effet d'occultation. La Guerra Fría tuvo tanto en el este como en el oeste un efecto de ocultación. Et c'est au moment c'est à partir du moment où le communisme des pays de l'Union soviétique devenait, où plus personne n'y croyait, qu'il y a eu cette possibilité de faire ressurgir, il y a eu comme un espace qui s'est créé et qui a permis le surgissement ou la réapparition de ce passé à travers la thématique de la mémoire. Y es en el momento en que ya nadie cree en los regímenes del este, en la caída de esos regímenes, donde se abre la posibilidad de un resurgimiento de otra memoria. Donc, 1989 que vous évoquiez, alors après on peut remonter à 1789 et au bicentenaire de la Révolution, et c'est vrai qu'il y a eu une espèce de patrimonialisation de la Révolution française au moment du bicentenaire. Bon, ça, es cierto que hubo una patrimonialisation de la Revolución Francesa en el momento del bicentenario. Mais ce qui a été intéressant au fond dans le phénomène, c'est qu'on a parlé en France, parce qu'évidemment on aime bien ça, on a parlé en France très longtemps à l'avance, comment on allait célébrer le bicentenaire de la Révolution, qui allait le célébrer, puis qui allait être au pouvoir à ce moment-là, et comment ça se passerait, etc. Et personne n'a envisagé justement que 1989, ce serait la chute du mur. Bon. Donc, en un sens, la commémoration de la Révolution française, comme une espèce de petit événement de lutte entre des écoles historiques et cette espèce de patrimonialisation qui se terminait par une grande défilé sur les Champs-Élysées. Todo eso habla del bicentenario y de esa pelea entre escuelas históricas que termina con un gran desfile en los Campos Elíseos. Était à côté de la plaque.
Estaba completamente fuera de lugar. À côté de la plaque significa ido al carajo, digamos. Ce qui se passait, c'était à Berlin. Lo que pasaba, lo que ocurría fue en Berlín. Alors vous me direz, c'était au mois de novembre, alors que la commémoration de la Révolution, c'était le 14 juillet. Bon. Eso fue en noviembre, en tanto que la conmemoración fue el 14 de julio. Mais si je continue encore un tout petit peu sur 1989, ce que nous n'avons pas du tout vu ou à peine aperçu, c'est ce qui se passait en Chine. Lo que no habíamos percibido tampoco en el 89 es lo que estaba ocurriendo en China. Le mois de juin, le 3-4 juin 1989, est la place Tiananmen. 4 de junio del 89 es la plaza de Tiananmen. Donc, il faut les mettre en série, ces dates. Enfin, c'est la même date, mais avec des portées évidemment différentes et des aveuglements sur ces mêmes dates. O sea que colocarlos en serie a esos acontecimientos de esa misma fecha. Puisqu'on a eu beaucoup, bien sûr, en Europe, on a beaucoup insisté sur la chute du mur. En Europa insistimos mucho sobre la caída del muro de Berlín. Et certes, ce n'était pas négligeable, mais pour les Chinois, ça ne signifiait pas énormément de choses. Ou pour des Indiens, ça ne signifie pas énormément de choses. No era para nosotros despreciable, pero evidentemente para un chino o para un indio no significó gran cosa ese bicentenario. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui. Alors, la 9/11, comme on dit. Sí. Quand on parle global. 9/11, c'est... Il y a beaucoup de choses à dire sur 9/11. Hay muchas cosas por decir del 11 de septiembre. D'abord, je pense que c'est un événement d'un type nouveau. Pienso que fue un acontecimiento de un nuevo tipo. Pourquoi? Parce que vous avez le premier avion sur la première tour. Porque ustedes tuvieron el primer avión sobre la primera torre. Et vous avez le second sur la deuxième. Y ustedes tuvieron el la segundo avión sobre la segunda torre. Et entre les deux, il se passe un peu de temps. Y entre ambos pasa muy poco tiempo. Et dans cet intervalle, des quantités de caméras vont filmer. Y en ese intervalo una cantidad enorme de cámaras van a filmar el acontecimiento. Donc c'est un événement qui contenait sa propre mise en scène. Es un acontecimiento que contenía su propia puesta en escena. Et ce sont ces images qui ont tourné en boucle sur toutes les télévisions du monde. Y son esas imágenes que han dado vuelta por todos los televisores del mundo. Donc, du point de vue même de ce que c'est qu'un événement, je pense que ça transforme un peu la manière d'appréhender ce qu'est un événement. Y eso nos transforma completamente la manera de aprender qué es un acontecimiento. Ensuite, il y a la réaction américaine à cet événement. De inmediato tenemos la reacción americana a este acontecimiento, qui pour eux a été un drame, bien évidemment, mais aussi une espèce de surprise absolue. que para ellos fue un drama sin duda, pero también una sorpresa absoluta. Puisque jamais sur le sol américain on avait mené des opérations de guerre sur le sol américain. Nunca sobre suelo americano se habían llevado a cabo operaciones de guerra. Enfin, oui, on peut rappeler Pearl Harbor, mais enfin c'était tout de même un peu loin. ¿La? Pearl Harbor. Hablamos de Pearl Harbor, pero eso fue hace mucho tiempo atrás. C'est loin, c'était loin. Eso fue lejos. Mais la réaction américaine, ça a été justement de déclarer la guerre au terrorisme. Y la reacción fue declarar la guerra al terrorismo.
Bon. Donc d'inventer cette notion de guerre au terrorisme, alors qui est une réponse à la fois conventionnelle, puisqu'on déclare la guerre, mais on déclare la guerre à une entité qui n'est pas une entité ni territoriale, ni nationale, ni, qui, en un sens, n'existe pas dans les termes du monde tel qu'il est organisé diplomatiquement. Claro, se declara una guerra en términos convencionales, como se hizo siempre, salvo que en esta ocasión descubrimos que esa guerra no se hace hacia una entidad que exista, una entidad reconocida. No hay, digamos, no hay una nación detrás de esto, digamos. Hay algo de convencional y algo completamente inédito en esta declaración, hacia una entidad que no existe, de hecho. Et cette déclaration de guerre a voulu aussi faire de cette date, justement 9/11, une espèce de temps zéro de l'histoire. Y esa declaración quiso hacer justamente del 11 de septiembre una especie de hora cero, de hora cero de la historia. Un nouveau calendrier. Un nuevo calendario. Et ça, je pense que ça n'a pas réussi. On ne compte pas à partir de 9/11. Y eso no tuvo éxito porque evidentemente no contamos los años a partir del 11 de septiembre. Cela dit, on ne s'est pas débarrassé depuis de la notion de guerre au terrorisme. Pero no nos hemos desembarazado de ese momento de la declaración de guerra al terrorismo. Et ce faisant, c'est aussi une manière de le reconnaître. Y haciendo eso es una manera también de reconocerlo. D'en faire non pas un interlocuteur, mais d'en faire une entité. No hacer, digamos, un interlocutor, pero sí hacer una entidad terrorista. Et on pourrait presque dire, mais ça, je veux dire, je n'en sais rien, mais on pourrait presque dire que Daesh, l'État islamique, est une réponse ou une prise au sérieux de cette déclaration de guerre au terrorisme, en disant, vous nous avez déclaré la guerre, oui, nous avons un califat. Y el Estado Islámico podríamos, dice, yo no sé nada, pero podríamos, digamos, avanzar que en última instancia esa designación de Estado Islámico es una respuesta del Estado Islámico a esa declaración convencional de guerra, diciendo, bueno, finalmente acá tenemos un califato, finalmente acá tenemos un Estado. Et d'ailleurs, il a fallu le faire disparaître. Y por otra parte, fue necesario hacerlo desaparecer. En tant que califat. En tanto que califato. En tant qu'entité territoriale. En tanto que entidad territorial. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Je vous pose une question. Lo hago, es un poco largo, pero me interesa, tiene que ver con un texto que fue editado en la Argentina en una compilación donde hay una referencia al libro L'Homme qui tombe, el don del hilo, que es un libro que apareció en el 2007 y justamente refiere a una experiencia, a la experiencia del 11 de septiembre, a la imposibilidad de contar la historia. Y el libro en francés, digamos, expresa la imposibilidad de ese relato. Y, digamos, lo que pone en evidencia es un tiempo suspendido, que es el tiempo por definición del presentismo. O sea que el libro expresaría el presentismo en su máxima expresión. Ahora, en esa relación entre, por un lado, la literatura y por otro lado, la historia o las ciencias sociales, es claro entonces que Del Hilo, como otros libros, pueden dar cuenta de una experiencia de manera más rápida, más inmediata que lo que pueden hacer las ciencias sociales, que son siempre un poco como, si entendí, un poco como la chouette de Minerva, como el búho de Minerva, vienen siempre les faits accomplis. Ahora bien, lo que acá en esa diferenciación entre el campo de la literatura y el campo de la historia, lo que aparece es justamente una especie de imposibilidad de la historia o de las ciencias sociales pour saisir le presentisme, pour saisir le temps suspendu,
Entonces, la pregunta es si, por un lado la pregunta sería si lo que ocurre quizás c'est que dans sa structure même, l'histoire comme discours, n'a pas les moyens de faire face. No tiene, digamos, lo que yo quiero preguntarle es, da la impresión, habiendo leído algunas cosas del profesor, que la historia no tendría como los medios, la historia como discurso, la historia en su narrativa, no tiene como los medios de aprender ciertas experiencias temporales que son justamente las que marcan el presentismo. C'est-à-dire l'histoire et les sciences sociales n'ont pas les moyens, n'ont pas pour faire face. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, complementaire, es, existe, y en Argentina tiene mucha difusión, muchas propuestas, teorías, dont Jacques Rancière, qui disent qu'au fond, ce qu'il faut faire, c'est changer la narrative pour l'histoire documentaire ou bien les images. Donc, l'idée, c'est l'idée que les images ont la capacité, ont la force de saisir ce que l'histoire en tant que genre littéraire ne peut pas faire, étant donné qu'il continue à être rattaché au roman Flaubert. ¿Se entiende? O sea, la pregunta es si hay algo en el mismo régimen narrativo de la historia que imposibilita aprender estas experiencias nuevas del tiempo. Oui, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer justement dans un des chapitres de mon livre qui s'appelle « Croire en l'histoire ». Ajá, es un tema que yo intenté desarrollar en un libro que se llama Croire en l'histoire. Yo creo que se va a traducir el libro, ¿sí? Ah, Sí, en Chile. en 2013 fue traducido en Chile. Mais Chile est lontano. Sí, Chile está lejos, dice. Alors, je crois ça très fortement. Je crois à ça très fortement. Yo creo en eso fuertemente. L'histoire, comme toutes les sciences sociales, présuppose une distance. Yo creo que la historia, como toda ciencia social, presupone una distancia. Une distance qu'on appelle la possibilité d'une analyse. Por distancia, supongo la posibilidad de un análisis. Une distance qui permet une réflexivité. Una distancia que permite una reflexión, Réflexivité. una reflexividad. Et, donc, ce sont les conditions de possibilité de l'exercice de l'histoire. Son las condiciones de posibilidad del ejercicio de la historia. Ce qui implique, en effet, de ne pas être à même, en pratiquant ce métier, de dire immédiatement ou de dire ce qui est en train d'advenir. Lo que hace que no podamos decir de manera inmediata lo que está ocurriendo, lo que está en tren de ocurrir. Et c'est comme ça. Y es así. Bon. Alors, bien sûr, vous avez des historiens ou des sociologues ou des, je sais pas quoi, des géographes. Bon, Ustedes tienen historiadores, geógrafos, sociólogos qui vont dire, mais non, nous, on peut faire ça. Et bon, ils ont le droit de le dire. que dicen, no, nosotros sí podemos hacer eso y tienen derecho a decirlo. Mais je crois qu'ils font, à partir de ce moment-là, autre chose. Ils font le travail d'un journaliste ou ce qui n'est nullement méprisant. Yo creo que en realidad hacen otra cosa, hacen en verdad un trabajo de periodista, lo cual no es de ningún modo alguno despreciable. Et encore, le journaliste, il a déjà, enfin, le journalisme tel qu'il se pratiquait, je parle pas. Hablo del periodismo tal como se practicaba. Supposer aussi un retrait, un choix, une mise à distance. Bon, donc, Ese periodismo no se suponía que había una distancia, un alejamiento del objeto, etcétera, etcétera. je ne parle pas de ce qui circule instantanément dans les réseaux sociaux. No hablo justamente de lo que circula espontáneamente en las redes sociales.
Alors que l'écrivain, En tanto que el escritor, oui, oui, lui ou elle, ce qu'il cherche à dire, c'est justement, enfin, il me semble, c'est ce qui n'a jamais été dit. yo creo que el escritor intenta decir, así me parece, aquello que nunca ha sido dicho. Et que ce qui veut dire qu'il faut prendre des risques, Lo que quiere decir que hay que tomar riesgos. et que cette prise de risque, quand ça marche, quand c'est réussi, et c'est pas toujours réussi, cette prise de risque permet, au fond, d'avoir une espèce d'appréhension, peut-être, de ce qui est en train d'advenir. Y asumir esos riesgos puede efectivamente tener éxito y permite una aprehensión de lo que está ocurriendo en ese momento. Bon, tous les écrivains ne font pas ça, etc. Mais même si un écrivain, un romancier raconte une histoire qui se passe 50 ans en arrière, elle peut très bien en fait parler de ce qui est en train d'advenir. Incluso cuando un escritor habla de algo que ocurrió hace 50 años, intenta siempre contar lo que está en tren de ocurrir, Donc en il y a ciernes de ocurrir. Et encore une fois, je pense que est véritablement, enfin à mon avis, est véritablement écrivain celui ou celle qui cherche à dire ce qui n'a jamais été dit. Es un verdadero escritor aquel o aquella que intenta decir lo que no ha sido todavía dicho. Alors que l'historien ou le sociologue cherche à dire au plus près, au plus précis, de la manière la plus fine, ce qui s'est passé. En tanto que el sociólogo, el historiador, intenta decir de la manera más precisa, más fina, lo que efectivamente ocurrió. Et en essayant d'en faire saisir l'intelligibilité. Y intentando aprender la inteligibilidad. Le contrat d'écrivain n'est pas celui-là. El contrato del escritor no es ese. Ça, c'était la première question. Esa es la primera pregunta. Et la seconde, c'était... Si le cinéma, si on peut remplacer l'écriture par les images, par la vidéo-histoire, sería. Moi, je ne sais pas. Mais je no lo sé, mais je ne crois pas. pero no lo creo. Puisque l'image n'est pas non plus l'immédiateté. Porque la imagen no es tampoco la inmediatez. L'image, elle est choisie, construite, élaborée. Donc, elle est une mise en scène. Porque la imagen ha sido elegida, elaborada. Ella es también una puesta en escena. Et elle peut jouer l'immédiateté. Elle peut essayer de faire disparaître les éléments qui ont présidé à sa construction. Si ella puede Elle peut faire disparaître, essayer de faire comme si elle était de l'immédiateté. Claro, puede hacernos creer que ella es efectivamente la inmediatez. Et ce qui, pour aller un peu au-delà, mais voilà, c'est une réponse un peu abstraite, peut-être. Sí, es una respuesta un poco abstracta, quizás. Mais ce qui me paraît, c'est qu'aujourd'hui, justement, vous avez beaucoup d'historiens, pas beaucoup, mais enfin, il y a des historiens, que c'est un courant chez les historiens, mais aussi les sociologues, enfin, dans les sciences sociales. Hoy en día tenemos una corriente de historiadores y también en las ciencias sociales Qui est de privilégier le sensible. C'est Rancière. que privilegian lo sensible. Es el caso de Rancière. Et l'affectif. Lo afectivo. Hein, et vous avez pas mal de choses qui ont été écrites sur le thème de l'histoire sensible. Y ustedes tienen muchas cosas escritas en torno a la historia sensible.
Et ça a un certain succès, je pense. Con un cierto éxito, pienso. Mais je suis dubitatif Pero yo soy dubitativo parce que justement, cette démarche de l'historien qui est d'être plutôt sur le côté analytique, porque ese procedimiento del historiador que está siempre del lado analítico me semble mis en question, me parece que ha sido puesto en cuestión ou même refusé. o incluso rechazado. Et c'est une façon peut-être d'être présentiste que de faire de l'histoire de cette manière-là. Y quizás sea una manera de ser presentista, hacer la historia de esa manera. Mais je suis aussi prêt à admettre que mon approche est peut-être trop intellectuelle. Pero también estoy dispuesto a admitir que mi abordaje es quizás demasiado intelectual. Mi pregunta iba hacia cómo se entiende hoy la idea del Estado-Nación. Quizás uno de los productos más importantes del régimen de historicidad moderno, y la crisis financiera del 2008, y la crisis financiera del 2008, y este auge o clamor de los populismos que también hacen de algún modo un uso del pasado, si lo podemos entender dentro de un orden presentista, o sea, dentro de un régimen de historicidad presentista, o si paradójicamente no tenemos bien en cuenta la dimensión, pero tratan de volver hacia un pasado en búsqueda justamente de esa noción de futuro que se ha perdido. Una segunda pregunta, aprovecho que tengo el micrófono cerca. El profesor dijo que la idea de futuro se cierra en Europa en los años 60 y 70 y pierde su fuerza como evidencia y el presente empieza a ocupar ese lugar. La pregunta sería un poco que, sin embargo, el Mayo francés, que es un acontecimiento importantísimo en ese cambio de época, parecía apelar a la idea de futuro, ¿no? Bueno, es la duda que tengo, es la pregunta esa, básicamente. Donc il y a plusieurs questions. Entonces hay varias preguntas. Peut-être je vais commencer par mai 68. Comienzo con mayo de 68. Parce que l'autre question, c'est plusieurs questions. La otra pregunta son varias preguntas. Et peut-être on pourra revenir sur l'une ou l'autre. Y podremos volver sobre una u otra. Pour vous, 1968, c'est le futur. C'est ce que vous, Para usted, mayo de 68 es el futuro. C'est intéressant que vous disiez cela. Es interesante que usted diga esto. Parce que c'est la vision que vous en avez ou ce que vous avez lu sur 1968 en France ou dans le monde. Mais je crois que c'est une vision tronquée. Pero esa es la visión que se ha expandido en Francia y en el mundo entero, pero yo pienso que es una visión truncada. Parce que 1968, c'est d'un côté toute la mobilisation de références révolutionnaires. Porque mayo de 68 es, por un lado, toda la movilización de referencias revolucionarias. Et il y avait l'idée qu'on allait faire la révolution. Y la idea de que se iba a hacer una revolución. Et en même temps,
c'était un événement déjà présentiste. y era al mismo tiempo un acontecimiento ya presentista. Et alors, la révolution, elle a été plus jouée que faite. La revolución ha sido más jugada que hecha. Et alors c'était dans les slogans, dans les références, dans les barricades. Estaba en los eslóganes, en las barricadas, en las referencias. Mais il y a eu un signe qui m'avait frappé à cette époque. Pero un signo que me ha sorprendido ya en esa época, Et que vous aviez parmi les slogans de mai 68. entre los eslogans de mayo de 68, Bon, alors il y avait tous les éléments utopistes. todos los elementos utópicos, Mais il y avait celui-ci qui était tout de suite. pero que había ese que decía todo de inmediato. Bon. Et ça me paraît justement une sorte comment dit-on, de réunion d'oxymore au fond, hein, de tout. Oui, c'est la révolution. Nous voulons tout. Bon. Me parecía que era justamente un oxímoron. Queremos todo, la revolución, Mais nous le voulons tout de suite. pero lo queremos, Hmm? Oui. lo queremos ahora mismo, rápidamente, ya mismo. Hein, où vous aviez le slogan qui a été beaucoup repris, sous les pavés, la plage. Y había un eslogan que ha sido retomada muchas veces que decía, bajo les pavés, Les pavés de la rue. bajo el pavimento, Oui. bajo el pavimento, la playa, Bien. Hein, puisque les pavés servaient à construire les barricades. porque el pavimento servía para construir barricadas. Los ladrillos, sí, el suelo, sí, sí. Et qui est aussi une espèce de raccourci, bien évidemment, mais c'était, on dresse ces barricades et immédiatement on a le côté, alors disons, hédoniste, hein, de la jouissance immédiate. Porque se levantaba esa barricada y teníamos de inmediato el costado hedonista, el goce de esa jornada. Et on est passé très vite de tout de suite à no future. Y hemos pasado rápidamente de todo de inmediato a la idea del no futuro, no future. Donc 68, c'est un événement complexe, évidemment, comme tous les événements, mais il est du point de vue des temporalités mobilisées par 1968, il me semble que c'est un lieu un nœud de croisement de temporalités et de temporalités qui sont décalées les unes par rapport aux autres. Me parece que 68 expresa eso, expresa un nudo de diferentes temporalidades que están distanciadas unas de otras. D'un côté, oui, c'est cette perspective futuriste révolutionnaire, bon, qui s'inscrit dans une tradition. La perspectiva futurista revolucionaria que se inscribe en una determinada tradición. Et puis, le côté hédoniste, le côté présentiste. Y luego el costado hedonista, el costado presentista. Qui avait été déjà un peu mis en scène, enfin, même théorisé, par le mouvement situationniste. Que había sido ya de algún modo teorizado por el movimiento situacionista. Voilà. Alors, l'autre question, ou les autres questions... La otra cuestión c'est sur les retour à l'ancien Oui. régime moderne. Est-ce que, au fond, c'est ça un peu la question, est-ce que dans ces mouvements que nous voyons aujourd'hui populistes, Es si en el movimiento que vemos populista hoy, est-ce qu'il n'y a pas
sont présentistes, mais peut-être sont-ils aussi une espèce de nostalgie du passé ou d'un appel vers un passé que l'on voudrait retrouver. Sí, una nostalgia, un llamado a un pasado que quisieran hacer regresar. C'est ça? Es eso, pregunta. Breve. ¿Qué relación tiene con el presentismo el miedo? ¿Cómo jugaría el miedo? Le mielo? La peur. El temor. La peur. La peur? La peur avec le presentismo. Patrick Boucheron abordó la cuestión del miedo y en general se relaciona a las Torres Gemelas, pero también hay un miedo al futuro, ¿no? Ese futuro que no se puede ser imaginado, pero que lo que sí provoca que es miedo. Bueno, ¿cómo se combina eso? Alors, la peur joue un grand rôle. El miedo juega un rol grande. Et la peur, elle existe depuis déjà pas mal de décennies. Y el miedo existe desde hace ya varias décadas. La peur du futur, la peur en Europe, de l'Europe ne compte plus. El miedo en Europa no. Ne compte plus. Europa no cuenta más. La peur, la façon dont se traduit cette peur du futur, enfin il y a de multiples façons, mais si vous interrogez aujourd'hui quelqu'un en France dans la rue, Pero si ustedes, ¿cómo se expresa ese miedo? Bueno, si ustedes interrogan a cualquiera en la calle en Francia hoy, et que vous lui dites, que vous lui demandez, est-ce que vous pensez que vos enfants vivront mieux ou moins bien que vous? y se les pregunta, ¿usted piensa que sus hijos van a vivir mejor o peor que usted? Et la réponse est, à, je ne sais pas combien, 80%, moins bien. Y la respuesta es, en un 80% menos bien. Alors je ne sais pas ce que donnerait la même question en Argentine. Y no sé qué daría esa pregunta en la Argentina. Mais c'est, donc voilà, c'est pas, c'est un sondage. Voilà, hein, Pero es un sondaje. mais ça dit, quand vous mettez en question justement ce rapport avec les enfants, qui en principe ce à quoi les gens tiennent le plus, et qu'ils disent mais non, ça va être moins bien, ça indique quelque chose sur le rapport au futur. Bueno, todo esto que hablamos de los niños, que son el futuro y se responde de esa manera, eso nos dice algo respecto del modo como se percibe ese futuro. Alors, les mouvements populistes, bon, Dieu sait qu'il y en a beaucoup et qu'ils ne sont pas tous les mêmes exactement, qu'il y en a qui sont au pouvoir, il y en a qui ne sont pas au pouvoir, il y en a qui voudraient bien être au pouvoir, il y en a... Bon. Con respecto al populismo, hay diferentes populismos, algunos están en el poder, otros no están en el poder. Par exemple, si vous prenez l'Italie, le Salvini, le ministre omniprésent. Si ustedes toman Italia, el ministro, ¿cómo se llama? Salvini, Matteo Matteo Salvini. Matteo Salvini, el ministro omnipresente. Lui est clairement avec des références fascistes. Él tiene claras referencias fascistas. Bon. Et donc, en ce sens, il y a bien sûr une mobilisation, une référence au passé, et au passé de Mussolini. Y sin duda hay una referencia al pasado y al pasado de Mussolini. Bon. Si vous prenez en France ce mouvement des Gilets jaunes, Si ustedes toman en Francia el movimiento de las chaquetas amarillas, difficile à comprendre, on a écrit déjà des bibliothèques pratiquement. difícil de comprender, del cual ya se han escrito bibliotecas para comprenderlo. Mais je ne crois pas qu'on ait vraiment saisi ce que c'était.
Pero creo que todavía no se ha podido asir, aprender lo que en efecto eso es. Il y a dans ce mouvement des éléments très présentistes. Hay en ese movimiento elementos muy presentistas, C'est-à-dire la manière dont il fonctionne, puisque pour une part, le mouvement des Gilets jaunes n'aurait pas existé sans le Facebook. Facebook. Claro, por un lado el modo como funciona, es decir, el movimiento de las chaquetas amarillas no hubiera existido si no existiese el Facebook, como Macri, digamos, ¿no? Sería así como... No, le président Macri, c'est aussi le même phénomène, mais à l'envers. Oui. Il existe grâce au Facebook. Bah, oui, mais ça, Ouais, bien ouais. sûr. Bien sûr. Bien sûr, mais c'est... Ouais, Bon. Donc, ça, c'est une... Donc, il y a quelque chose de foncièrement présentiste dans la possibilité de faire, de constituer, de faire émerger de tels mouvements de protestation. Sí, lo que permitió producir la emergencia de un movimiento tal de protesta. Mais c'est aussi, alors c'est là qu'on peut parler peut-être du passé, c'est aussi pour certains d'entre eux, l'évocation d'un monde qui a disparu. Pero también, si vamos hacia el pasado, es para muchos de ellos la evocación de un mundo que ha desaparecido. C'est-à-dire tout simplement un monde où, quand on avait un travail, on pouvait vivre. Es simplemente el mundo en el cual cuando alguien tenía un trabajo podía vivir. Même si, et d'ailleurs il est intéressant de voir que dans les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de retraités. Y es interesante observar que entre las chaquetas amarillas hay muchos jubilados. Et beaucoup de femmes seules, avec des enfants. Y muchas mujeres solas con sus hijos. Mais justement, ce rassemblement de ces personnes n'avait aucune perspective future, n'ouvrait sur aucun futur. Pero esa reunión de personas no tenía ningún futuro. Oui, puisque la seule, et il continue toujours. Y todavía continúa. Ils sont très peu nombreux, etc. Ils continuent toujours, qui est on ne nous a pas entendus. ¿Y cuál es la demanda? Todavía no nos han escuchado. Et la seule demande répétée depuis le début, c'est la démission de Macron. Y la única demanda repetida desde un comienzo es la renuncia de Macron. La démission. Oui. La démission. Oui, la oui. démission. Oui, oui. La démission de Macron. Bon. Et l'impossibilité pour eux alors à la fois d'avoir des porte-paroles, d'avoir des leaders, même s'il y en avait. Y esa dificultad de tener portavoces, de tener líderes, incluso cuando los hay. Et donc en ce sens, ils ne voulaient surtout pas reproduire le schéma qui les aurait menés à se constituer en un parti, par exemple. Es decir, rechazaron de plano todo el camino que los hubiera llevado a convertirse en una entidad partidaria, en un partido político. Puisque ce monde des partis politiques est un monde fini. Porque ese mundo de los partidos políticos es un mundo terminado. Enfin, du moins les partis tels qu'ils existent. Justement, ces partis qui ont été fondés, organisés, conçus dans la perspective d'un temps ouvert vers le futur. Es decir, aquellos partidos políticos que habían sido construidos, fundados en una perspectiva de un trabajo hacia el futuro. Voilà. Peut-être une dernière question. Una última pregunta. El sujeto del presentismo, en última instancia, ¿no llega a ser un sujeto melancólico? Porque, por ejemplo, por un lado, desde
que todo es memorable, que nada puede ser seleccionado de un pasado para ser rememorado, te lleva también a no saber elegir y no poder actuar frente a un pasado y no poder seleccionarlo. Entonces te puede llevar a la inmovilidad. Y por otro lado, yo pensaba en una película, la habitación verde, Le Chambre Vert de Truffaut. Que usted dijo antes, en la red social nadie muere, en internet nadie muere, entonces estamos siempre vivos. Y al estar siempre vivos, vivimos la melancolía de lo que no muere nunca. Y tampoco podemos actuar. El personaje de la película vive en el pasado constantemente y no puede aceptar la muerte del otro personaje. Entonces digo, el presentismo es el del sujeto melancólico pasivo, en última instancia. Alors, je ne crois pas Yo no lo creo que ce soit que le sujet, que l'homme présentiste ou la femme présentiste que el hombre o la mujer presentista soit soit mélancolique ou Sea- soit nécessairement mélancolique, sea melancólico o necesariamente melancólico. puisque au fond vous avez plusieurs types de présentisme. Et il y a un présentisme positif, si je puis dire, Ustedes tienen diferentes tipos de presentismo. Hay un presentismo positivo, si lo puedo decir de ese modo. Le présentiste positif, c'est celui qu'on appelle, maintenant de manière courante, le gagnant de la mondialisation. Es el presentista que decimos es el ganador de la mundialización. C'est-à-dire celui qui sait être mobile, flexible, agile, connecté. Que se reconoce conectado, ágil, adaptable, movible. Et ça, ce sont des qualités qui ont été mises en avant du bon présentiste, si je veux dire. Y son las características, los rasgos que distinguen lo que llamaríamos el buen presentista. Donc, il est toujours en mouvement et je ne crois pas qu'il soit accessible à la mélancolie. Yo creo que está siempre en movimiento y no creo que esto sea accesible a la melancolía. Et pour lui, bon là, évidemment, je pousse au maximum, mais pour lui, le passé n'existe pas et le futur non plus. Y para él, obviamente que empujo todo al límite, para él el pasado no existe y tampoco existe el futuro. C'est simplement d'être chaque jour là où il faut être pour être mobile, flexible, agile. Es todos los días estar donde hay que estar para ser ágil, flexible, adaptable, conectado. Et vous avez à l'autre extrémité le vaincu Y en el otro extremo tienen los vencidos, du présentisme, qui est celui ou celle qui, à la limite, ne peut pas faire de projet. que son aquellos que, esos vencidos del presentismo son aquellos que en el límite no tienen la posibilidad de tener proyectos, C'est-à-dire de se projeter. de proyectarse. Et ça c'est beaucoup de gens, Y son muchas personas, beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail ou qui ont son muchos jóvenes que no tienen trabajo ou des travaux précaires. o trabajos precarios, Ce sont les chômeurs son los desocupados, los desempleados et ce sont les migrants. y son los migrantes, los inmigrantes. Bon, ça fait beaucoup de monde. Eso hace mucha gente. Et eux, je ne crois pas non. Eux, c'est vivre au jour le jour. Y esos sí que viven el día a día, sobreviven el día a día. Et je ne crois pas qu'ils soient non plus accessibles, enfin qu'ils puissent se payer le luxe de la nostalgie, Y no creo que ellos, de la mélancolie, pardon. perdón, y no creo que ellos puedan pagarse tampoco el lujo de la melancolía. Et là, j'ai pris deux extrêmes, mais vous avez toutes les positions intermédiaires. Y he tomado dos extremos, pero tenemos la posición intermedia.
Muchas gracias.